Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle webconférence de la filière FAI2R. Je m'appelle Divy Cornec, je suis rhumatologue à Brest et nous allons parler aujourd'hui de la granulomatose éosinophilique avec polyangéite sur des considérations thérapeutiques. Donc, première considération épidémiologique, c'est la fréquence de la granulomatose éosinophilique avec polyangéite. C'est une maladie rare ou même très rare. Donc son épidémiologie a été évaluée dans plusieurs études. Et je vous montre ici une étude qu'on a menée il y a quelques années à la Mayo Clinic, qui a un outil pour les études épidémiologiques qui est extrêmement performant, qui s'appelle le Rochester Epidemiology Project, qui recense l'ensemble des maladies qui surviennent dans la population d'un comté qui s'appelle Olmsted County, pour lesquelles les données de santé sont extrêmement précises. Et donc on a chaque année dans ce comté le nombre exact de personnes qui y résident et l'ensemble des données de santé de cette population. Et donc ce qui permet de compter très précisément le nombre de cas diagnostiqués chaque année. Donc c'est une étude sur les vascularites associées aux ANCA en général. La population du comté d'Olmsted est passée d'à peu près 100 000 personnes à 140 000 personnes sur 20 ans, entre le début des années 90 et la fin des années 2010. Et donc dans cette cohorte sur 20 ans, vous voyez que 58 cas de vascularite associée aux ANCA ont été diagnostiqués et seulement 7 cas de granulomatose éosinophilique avec polyangéite. Donc ça peut paraître une petite étude avec peu de cas diagnostiqués, mais c'est extrêmement représentatif de la population américaine et surtout on a une certitude de l'exhaustivité des diagnostics qui ont été portés dans cette population. Et donc en termes d'incidence, donc le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par an, c'est de l'ordre de 0,4 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Et en termes de prévalence, la prévalence de la GEPA a été calculée de façon normalisée à la population américaine à 1,8 cas pour 100 000 habitants. Donc ce qui est très en dessous de la définition d'une maladie rare en Europe, puisqu'une maladie est considérée rare en Europe en dessous de 50 cas pour 100 000. Donc on parle d'une maladie qui est réellement rare. Chez qui est-ce que cette maladie survient et quelles sont les circonstances de son diagnostic? Donc ça, c'est un schéma qui résume l'histoire naturelle de la GEPA. Donc la GEPA survient presque systématiquement chez des patients qui ont une phase prodromale, qui associe un asthme, une atteinte ORL avec une rhinosinusite et une hyperéosinophilie. Donc finalement, la plupart des cas de GEPA sont diagnostiqués chez des patients qui étaient déjà suivis pour un asthme. Parfois, les deux maladies, donc l'asthme et la vascularite, sont diagnostiquées au même moment, mais pour la majorité des patients, on fait le diagnostic alors qu'il y a déjà eu un diagnostic d'asthme et un suivi et des traitements mis en place pour ça. Donc si on représente de façon schématique la prévalence de l'asthme dans la population qui est une maladie fréquente, l'asthme grave est moins fréquente et l'asthme grave avec hyperéosinophilie est moins fréquente. Et pour représenter la fréquence de la GEPA, on peut l'imaginer comme étant vraiment très faible par rapport aux différentes catégories d'asthme. Alors quel est le lien entre asthme et GEPA? Donc une étude qui a été menée sur la cohorte de la Mayo Clinic il y a quelques années. Donc sur une soixantaine de patients suivis, vous voyez que quand on regarde un an avant le diagnostic, on a déjà un tiers des patients qui ont un asthme qui est sévère ou incontrôlé et un tiers des patients qui prennent des corticoïdes oraux. Donc les corticoïdes oraux donnés pour l'asthme ont très probablement un rôle dans le délai diagnostic puisqu'ils peuvent abattardir les symptômes de la vascularite ou retarder l'apparition de la vascularite. Et au moment du diagnostic, évidemment, dans une grande cohorte européenne, l'ensemble des patients ont des corticoïdes systémiques, mais cette fois-ci donnés pour la vascularite et pas forcément pour l'asthme lui-même. Quand on regarde l'évolution de l'asthme chez les patients atteints de GEPA, c'est environ la moitié des patients qui ont un asthme sévère ou incontrôlé au moment du diagnostic, et cette proportion évolue un peu au cours du temps
donc là, la courbe pointillée au milieu des schémas, c'est le moment du diagnostic de vascularite. Et donc vous voyez que l'asthme a une évolution avec peut-être une aggravation dans cette cohorte qui a été rapportée. Dans une autre cohorte publiée récemment, donc à nouveau la cohorte de la Mayo Clinic, vous voyez que c'est à peu près un gros tiers des patients, proche de la moitié, qui ont un asthme défini comme sévère ou non contrôlé au cours du temps, mais que cette proportion est à peu près stable avec un délai de 3 ans de suivi. Par contre, ce qui est notable, c'est la proportion de patients qui développent une bronchoconstriction qui devient irréversible à long terme, avec un tiers des patients chez qui les bronchodilatateurs ont une efficacité qui est moins bonne. Donc le côté asthme de la GEPA est une vraie problématique à prendre en compte de façon systématique chez l'ensemble des patients, avec un suivi spécialisé et une adaptation du traitement à visée bronchique le plus serré possible. Il y a eu beaucoup de débats dans la littérature au cours du temps sur le rôle potentiel des traitements donnés pour l'asthme dans l'apparition des GEPA. Donc ça a été le cas pour la plupart des traitements développés pour l'asthme, et notamment des traitements biologiques. Donc il y a eu cette étude publiée récemment qui montrait que moins de 10% des patients qui ont un diagnostic de GEPA ont développé cette maladie au cours d'un traitement donné pour un asthme sévère, mais sans différence majeure entre les différents traitements biologiques donnés pour l'asthme. Donc les patients chez qui on porte un diagnostic de GEPA alors qu'ils reçoivent un traitement ciblé de leur asthme n'ont pas de grande différence. Et ce qu'il faut retenir, c'est que très probablement le mécanisme par lequel la GEPA se développe chez des patients traités pour l'asthme, c'est plutôt l'efficacité du traitement ciblé sur les manifestations d'un asthme corticodépendant qui permet de baisser et d'arrêter les corticoïdes, ce qui laisse l'opportunité aux manifestations de la vascularite de se développer. Donc les médicaments ne sont très probablement pas en cause dans l'apparition de la vascularite, mais plutôt permettent de révéler la vascularite sous-jacente grâce à la réduction des corticoïdes. Donc si maintenant on parle du traitement de la vascularite elle-même, on base toujours à l'heure actuelle nos algorithmes de traitement sur le 5-Factor Score, qui est un score publié au cours des années 90 par Loïc Guilvin, qui est un score prédictif de mortalité chez les patients ayant une vascularite des moyens et des petits vaisseaux. Donc à l'époque, c'était un mélange de périartérite noueuse et de GEPA, principalement, mais également de polyangite microscopique qui était moins bien défini dans les cohortes historiques. Et donc ce score pronostic, donc on a appelé le 5-Factor Score ou FFS, est tout simplement constitué de manifestations qui sont associées au risque de mortalité au cours du suivi. Et ces manifestations sont en lien avec l'atteinte rénale, donc la protéinurie et l'insuffisance rénale, avec l'atteinte digestive, l'atteinte cardiaque et l'atteinte du système nerveux central. Donc c'est un score sur 5 points, et on peut stratifier les patients avec un groupe de bons pronostics qui ont aucun de ces 5 marqueurs, donc le FFS 0, et 2 autres cohortes de patients qui ont au moins un de ces marqueurs, enfin une de ces atteintes positives, donc un score supérieur à 0, donc supérieur ou égal à 1, qui ont une mortalité accrue. Et donc c'est basé sur cette stratification des patients en fonction de l'atteinte clinique que plusieurs essais cliniques ont été menés au cours des années 90 et 2000, qui ont permis de proposer un traitement par immunosuppresseur chez les patients qui ont un FFS non nul. Dans la GEPA, les recommandations actuelles chez les patients qui ont un FFS à 0, c'est une corticothérapie seule, sans immunosuppresseur d'emblée, avec une corticothérapie à forte dose, à 1 mg par kilo pendant un certain temps, et une décroissance lente pour un arrêt au bout d'au moins 1 an, en espérant avoir guéri les manifestations de vascularite et éviter les rechutes. Mais on en parlera après. Une des problématiques principales de ce groupe de patients, c'est les rechutes, qui peuvent être des rechutes de vascularite pour à peu près la moitié des patients, mais surtout des rechutes de leur maladie bronchique, donc de l'asthme ou de l'atteinte ORL, avec des exacerbations nasosinusiennes.
Vous voyez que pas loin de 80% des patients au cours du suivi, dans cette étude de la cohorte du GFEV, présentent des rechutes pulmonaires ou ORL qui nécessitent une modification du traitement. Chez les patients qui ont un FFS positif, c'est-à-dire supérieur ou égal à 1, on conseille, on recommande toujours à l'heure actuelle dans le SNDS, dans le PNDS, de traiter par une corticothérapie à forte dose, éventuellement des bolus avec une décroissance lente, associée à un traitement immunosuppresseur par cyclophosphamide relayé par azathioprine ou méthotrexate. Donc on va parler un peu des essais cliniques qui ont été réalisés et sur lesquels reposent ces recommandations. Donc comment est-ce qu'on a essayé d'évaluer l'efficacité de traitement d'épargne cortisonique chez les patients atteints de GEPA? La première grande étude qui a été publiée et qui s'intéressait spécifiquement à ça, c'est l'étude SUSPEND 2, qui a associé une majorité de patients avec une GEPA, même s'il y avait quelques patients avec une PAN. Et donc là, le design de l'étude, c'est de comparer de l'azatioprine à du placebo chez les patients au moment de l'induction de la rémission, donc au moment du diagnostic ou d'une rechute. Donc on a ajouté à la corticothérapie soit de l'Immurel, soit du placebo, et vous voyez qu'il n'y a aucune différence entre les deux groupes en termes de prévention des rechutes, ni d'épargne cortisonique. Donc on sait à l'heure actuelle que d'ajouter de l'azatioprine d'emblée chez un patient qui a une GEPA avec un FFS à 0 n'apporte aucun bénéfice sur ces critères, et probablement aucun bénéfice, tout court. On n'a pas non plus vu de différence sur les exacerbations au niveau nasosinusien ou de l'asthme. Donc l'azatioprine ne semble pas avoir d'efficacité pour l'épargne cortisonique. On a ensuite évalué le rituximab, donc dans l'étude REOVAS, qui était une étude avec un design stratifié sur le FFS, donc un patient qui avait un groupe de patients qui avait un FFS à 0, qui était traité donc selon les recommandations par prednisone seul, auquel on a associé soit du rituximab, soit un placebo, et un groupe de patients avec un FFS supérieur ou égal à 1, donc chez qui les recommandations actuelles conseillent de prescrire du cyclophosphamide pour 6 injections, puis un relais par azatioprine, qu'on a comparé contre placebo à du rituximab. Donc l'étude a été réalisée et on a eu les premiers résultats présentés à différents congrès, et c'est une étude qui est négative. Il n'y a pas de différence en termes d'obtention de la rémission entre le traitement recommandé, c'est-à-dire les corticoïdes seuls chez les patients qui ont un FFS à 0, donc rajouter du rituximab ne permet pas d'augmenter la proportion de patients en rémission. Et dans le groupe avec un FFS supérieur ou égal à 1, il n'y a pas de différence entre le cyclophosphamide et le rituximab. Et sans différence selon le statut en cas, la sévérité de la maladie, ou les formes au diagnostic ou au moment, les patients inclus au moment d'une rechute. On peut également se poser la question de l'intérêt du rituximab pour prévenir les rechutes de la maladie, donc dans la phase d'entretien, comme ce qu'on fait pour les autres vascularites associées aux ANCA. Et donc c'était le but de l'étude Main-Ritseg, qui a randomisé les patients en rémission d'une GEPA entre un traitement par rituximab pour 4 injections versus un traitement par azatioprine pendant 2 ans, avec une évaluation 4 mois après la fin du traitement. Et donc, on vient d'avoir les résultats non encore publiés de Main-Ritseg, qui ne montrent pas de différence entre les deux bras. Donc, le rituximab n'est pas supérieur au traitement par azatioprine pour éviter les rechutes de la maladie, donc maintenir la rémission au cours du temps. Donc, on attend d'avoir le détail de ces résultats, mais a priori, le rituximab, dans nos 2 études françaises, REOVAS et Main-Ritseg, n'a pas d'efficacité importante pour induire la rémission de la GEPA, ni pour prévenir les rechutes de vascularite. Le grand progrès récent pour le traitement de l'asthme et de la GEPA, c'est le développement des médicaments qui ciblent l'IL-5, donc l'IL-5 qui est une cytokine spécifique des éosinophiles, qui porte le récepteur à l'IL-5. Donc l'IL-5 est presque un facteur de croissance des éosinophiles. Et donc il y a plusieurs médicaments qui ont été développés pour moduler
cette voie de l'IL-5 et IL-5 récepteurs, donc principalement le mépolizumab, qui est un anticorps monoclonal qui bloque la cytokine, donc anti-IL-5, et le benralizumab, qui est un anticorps monoclonal anti-récepteur de l'IL-5, qui bloque la signalisation, mais qui a également un effet cytolytique direct sur les éosinophiles. Donc la première étude, c'est l'étude MIRA, qui a été publiée en 2017, qui comparait le mépolizumab à du placebo chez des patients ayant une GEPA corticodépendante. Donc la plupart des patients inclus dans MIRA avaient une vascularite en rémission, mais une corticothérapie qu'on ne pouvait pas diminuer, principalement à cause de l'asthme ou des manifestations nasosinusiennes. Et donc les patients ont reçu pendant 1 an soit du mépolizumab à la dose de 300 mg par mois, soit du placebo. Et c'est une étude très positive, c'est une grande étude avec 130 patients atteints de GEPA qui ont été randomisés entre les 2 bras. Et donc vous voyez que l'étude est franchement positive, avec un tiers des patients sous mépolizumab qui rentrent en rémission avec une définition stricte en fonction de la dose de corticothérapie. Donc le traitement permet une épargne cortisonique en évitant les rechutes, comparé au placebo, chez qui virtuellement aucun patient ne rentre ou ne reste en rémission lorsqu'on baisse la corticothérapie. Donc ces résultats très positifs de MIRA ont permis d'obtenir l'AMM du mépolizumab pour le traitement de la GEPA. Mais lorsqu'on regarde les caractéristiques de la population incluse dans MIRA, à nouveau, la plupart des patients avaient une vascularite en rémission, et donc à l'heure actuelle, on n'a pas de données dans la littérature sur l'efficacité potentielle du mépolizumab dans le traitement des manifestations vascularitiques. C'est un traitement de l'asthme, donc ça marche pour traiter l'asthme de la GEPA, mais est-ce que le mépolizumab a une efficacité pour soigner la vascularite? Pour l'instant, on n'a pas de données très solides, donc c'est pour ça que le GFEV a organisé l'essai clinique EMERGE, dont le design ressemble à celui de Reovas qui évaluait le rituximab. Donc les patients atteints de GEPA au moment soit du diagnostic, soit d'une rechute de la vascularite, donc avec des manifestations liées à la vascularite elle-même et pas seulement à l'asthme, ont été randomisés entre mépolizumab et traitement classique, donc avec une stratification sur la sévérité de la maladie. Les patients qui avaient un FFS à 0 recevaient uniquement de la prednisone, et donc on rajoutait à la prednisone le traitement expérimental, donc le mépolizumab, contre placebo. Donc dans le bras contrôle, il y avait uniquement de la cortisone, alors que les patients qui avaient une forme sévère de la maladie, avec un FFS supérieur ou égal à 1, étaient randomisés entre mépolizumab ou le groupe conventionnel qui associe cyclophosphamide avec un traitement d'entretien par azatioprine. Donc on n'a pas encore les résultats de cette étude. Les inclusions ont été terminées l'année dernière. Le critère d'évaluation principal est à 6 mois, mais avec un suivi pour 6 mois de plus. Et donc, on espère avoir les résultats d'EMERGE d'ici fin 2025 ou début 2026 pour savoir si le mépolizumab a une efficacité sur les manifestations vascularitiques de la GEPA. L'autre traitement qui a été évalué, c'est donc le benralizumab, avec cette étude publiée tout récemment, donc l'étude Mandara, qui a comparé le benralizumab au mépolizumab pendant 1 an. Et vous voyez que l'efficacité des 2 traitements est similaire, avec la même proportion de patients qui obtiennent une rémission et la même proportion de patients qui rechutent. Donc on a à l'heure actuelle 2 molécules qui bloquent la voie IL-5, IL-5 récepteur, qui ont une efficacité prouvée et qu'on peut utiliser chez nos patients atteints de granulomatose éosinophilique avec polyangéite. Donc le PNDS qui est en cours de réévaluation, il y aura une mise à jour 2026 qui sera publiée prochainement. Donc conseil de stratifier les patients en prenant en compte le FFS, avec les patients qui n'ont pas de manifestations graves, qui sont traités par corticoïdes seuls, avec une place à l'heure actuelle des anti-IL-5 pour le traitement des manifestations principalement asthmatiques ou ORL associées à la vascularite, et les patients qui ont une manifestation sévère, donc un FFS supérieur à 1, chez qui on ajoute toujours un immunosuppresseur
en attendant les résultats de l'efficacité des anti-IL5 pour savoir si potentiellement le traitement par anti-IL5 pourrait être plus efficace que le traitement immunosuppresseur classique par cyclophosphamide et entretien par azatioprine. Donc le diagnostic de la maladie et on en a parlé dans une webconférence précédente, et repose sur des critères qui se sont un peu élargis ces derniers temps, avec un certain degré d'overlap entre l'asthme éosinophilique, le SHE et la GEPA. Et le traitement repose toujours à l'heure actuelle sur la stratification des patients en fonction de la sévérité, donc basé sur le FFS, et avec une épargne cortisonique prouvée pour les bloqueurs de l'axe IL5 récepteur. Merci beaucoup et à bientôt.